Hello, everyone. Bonjour à tous. I want to thank you for Je joining tiens us à vous remercier this d'être morning des for nôtres ce soir pour ce Conference on webinaire Health Justice, des profits Mobilizing ou des Mortgage soins plus Pharmacy. justes, My name is Sylvia assurance Siouf. médicaments universelle. Je suis Sylvia Siofi, je suis directrice générale des services nationaux au This event SCFP. has in today's Je tiens à conference souligner located que in je me joins à vous non-Algonquin aujourd'hui à Anishinaabe partir du territory territoire non cédé Algonquin-Anishinaabe and acknowledge in et particular je the reconnais en Algonquin and particulier Anishinaabe les peuples peoples algonquins whose et ancestral lands I Anishinaabe am sur les terres connected ancestrales to this desquelles way. je me trouve lorsque I je also me acknowledge the connecte à ce many webinaire. territories and Je lands tiens across aussi Turtle à Island reconnaître that les you're nombreux joining us territoires et from. terres de l'île de la Tortue d'où We're vous vous honored joignez that à you're nous. here as guests Nous on this sommes land of honorés Indigenous d'être and ici en tant Mississauga qu'invités peoples sur and cette terre continually dont care les for. peuples autochtones ont We pris invite soin et you to take a continuent moment to de stop prendre and soin. locate where you Nous vous presently invitons live à prendre un instant and pour honor situer the l'endroit où people vous of the vivez land. actuellement pour Pay honorer les close gens de attention cette to the terre. place you live and Pensez à work votre in daily relation life. avec l'endroit où vous vivez, This is travaillez, our inquiry to interagissez. honor the past and C'est là present notre and to enquête stay pour rendre connected to hommage au passé, au présent decolonization et pour rester practices. connecté aux pratiques de Nous tenons décolonisation. aussi à prendre un moment pour souligner les changements, l'incertitude, les inégalités et le racisme que la pandémie a mis en lumière et le fait que cette situation peut avoir provoqué différents sentiments chez chacune et chacun d'entre nous. Nous tenons à reconnaître les luttes en cours contre le racisme et plus particulièrement contre le racisme anti-noir. Nous voulons affirmer notre volonté de contester toutes les formes de racisme au travail, dans notre société, ainsi qu'au sein de notre syndicat. Nous reconnaissons que ces inégalités et ces luttes ont différentes répercussions sur nous et sur nos collectivités. Please take a moment to ensure you Je vous have invite à prendre un instant pour vous Translate assurer que vous avez bel et interpretations. bien allumé l'interprétation vers Now le we have français ou a l'anglais. video welcome Et nous avons from the maintenant National un accueil President par Mark Hancock, vidéo who de la part du unfortunately was président unable to national Mark join us Hancock, qui in malheureusement ne person pouvait pas tonight. être des nôtres en personne ce soir. Good evening, my friends. Bonjour tout le Bonsoir. monde. It's an Bonjour honor tout le monde. C'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue ce soir au nom des 700 000 membres du SFP partout au pays. Il s'agit d'un webinaire important sur l'avenir de l'assurance médicaments universelle au Canada. Nous vivons une période historique en ce moment. L'assurance médicaments figure enfin de nouveau sur les plans du fédéral grâce à une entente entre le gouvernement du libéral et Jack Singh et le NPD, grâce au travail sans relâche des militants du SFP et nos alliés. Les membres du SFP comprennent l'importance d'une couverture abordable pour les médicaments. Nous savons que chaque année, trop de gens se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se payer les médicaments dont ils ont besoin. Nous savons que les copaiements, les déductibles peuvent faire en sorte que les médicaments sur ordonnance soient hors de la portée même de ceux qui ont une couverture et des avantages sociaux. Nous savons que le développement, l'élaboration de médicaments et de vaccins dans le secteur public peut sauver de l'argent et sauver des vies, ce qui est plus important encore. C'est la raison pour laquelle le fait de créer un programme national d'assurance médicaments universel est absolument critique. Mais que voulons-nous dire quand nous parlons d'assurance médicaments? Nous voulons dire une couverture des médicaments sur ordonnance intégrée dans notre système public d'assurance santé. Nous voulons dire une couverture exhaustive administrée par le public des médicaments qui soient transportables, qui soient accessibles. Le titre de la séance de ce soir est bien éloquent et il s'agit du choix que les gouvernements et que nous-mêmes, en tant que société, devons poser. Un choix entre les profits pour les pharmaceutiques ou la justice en matière de soins de santé pour l'ensemble de la population. Nous savons que les grandes entreprises pharmaceutiques et les compagnies d'assurance privées veulent ces régimes qui font augmenter leurs profits. Le statu quo, ça fait parfaitement leur affaire. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent faire, y compris aller dans leur poche très profonde pour verser des sous pour protéger leurs intérêts acquis dans cette situation actuelle. En tant que militants en justice sociale, militants au sein du syndicat, nous devons lutter pour la justice en matière de santé. Nous devons nous mobiliser pour un régime national d'assurance médicaments qui couvrira tout le monde et qui coûtera moins cher. Voilà ce dont nous voulons discuter ce soir. Je tiens à remercier nos animateurs et nos conférenciers. Je vous remercie tous d'être ici ce soir, de participer à cette conversation, participer à cette lutte.
J'espère que nous profiterons de cette opportunité pour écouter, pour apprendre, pour poser des questions et ce qui est plus important encore, pour agir. Merci à vous tous, chers amis. Thank you to Mark Merci à Marc pour pour ses propos d'ouverture. Et maintenant, avant de démarrer, je tiens simplement à vous accorder un instant pour trouver le bouton pour les questions et réponses. Si vous avez des questions pour les organisateurs ou les conférenciers pendant cet événement, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez poser vos questions en cliquant sur Q et A. Ça se trouve normalement en bas de votre écran, mais si vous avez un autre outil, peut-être qu'il faudra taper sur l'écran pour trouver l'onglet Q&A. Vous pourrez vous en servir et poser vos questions en tout temps et nous nous arrêterons de temps à autre pour examiner vos questions et pour vous fournir des réponses. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre animateur pour ce soir, Adia, qui est un chercheur chez le SCFP. Il va nous présenter cet événement des plus importants ce soir. Bienvenue, Adia. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Comme Sylvia a dit, moi, je suis Aditya Rao et je suis l'un des chercheurs principaux au Bureau national de notre syndicat. Je me joins à vous aujourd'hui du territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Je suis content d'être avec vous ce soir et j'ai vraiment hâte d'animer cette discussion. Alors, avant qu'on rencontre nos panélistes, j'aimerais faire un petit sondage. Quelle est la proportion de Canadiens qui s'inquiètent de leur capacité à se payer pour des médicaments d'ordonnance dans 10 ans? Je vous donne quelques secondes à répondre. Je ne sais pas si le sondage est déjà là. Je vois le sondage. Nous pouvons voir que les réponses commencent à arriver. Je vous donne encore un instant. Vous allez voir que nous obtenons actuellement toute une gamme de réponses. Alors, la plupart entre vous ont répondu. On voit que vous dites que c'est 60% ou plus. Et en vérité, c'est que 44% des gens ont dit qu'ils s'inquiétaient de pouvoir se payer pour leurs médicaments d'ordonnance dans 10 ans. Selon un sondage, ça veut dire de Angus Reid de 2020. C'est une question, sérieuse, évidemment, pour beaucoup d'entre nous. En écoutant la discussion de ce soir, veuillez mettre toutes vos questions qui vous viennent à l'esprit dans le volet des questions et réponses. Nous aurons de temps à la fin pour les questions et réponses. J'aimerais maintenant vous présenter nos panélistes qui nous feront part de certains des principaux enjeux de l'assurance médicaments ce soir. Alors, on commence avec Elisabeth. Elisabeth Kwan est chercheuse principale au Congrès du travail du Canada, le CTC, le plus grand syndicat central du Canada. En tant que chercheuse responsable pour la politique du CTC en matière de santé et de soins de santé, Elisabeth travaille sur toutes les priorités clés du renforcement et de la construction du système de santé publique au Canada. On va prochainement à Frédéric Brisson, qui a été élu vice-président régional du SCFP Québec en mai 2021. Auparavant, Frédéric a travaillé comme préposé au service de soutien à la personne en salle d'opération avant de devenir le chef du réseau de la santé et des services sociaux du SCFP Québec. Et finalement, on a avec nous ce soir Colleen Fuller, qui est une chercheuse, écrivaine et militante qui s'intéresse aux politiques de santé et pharmaceutique. Elle est présidente du centre communautaire REACH à Vancouver et membre du comité de l'initiative thérapeutique
de l'Université de la Colombie-Britannique. So we are going to move on to Alors, nous allons passer maintenant aux questions à aborder. Nous allons commencer tout d'abord par Elisabeth. Alors, tout simplement pour l'interprétation, je vais demander à nos panélistes de parler peut-être un peu plus lentement qu'à l'accoutumée. Elisabeth, nous allons commencer par vous. Vous travaillez depuis fort longtemps au CTC sur cette campagne pour un programme national d'assurance médicaments. Elisabeth, pourquoi pensez-vous que l'assurance médicaments est importante pour vous, pour les travailleurs de partout au pays et pour le grand public? Merci beaucoup, Aditya, pour cette question et merci au SCFP qui m'a invité à prendre la parole ce soir. C'est un enjeu qui me tient à cœur et j'ai travaillé très fort et j'ai engagé un travail important au fil de nombreuses années pour cet enjeu. Alors, pourquoi est-ce que l'assurance médicaments est importante? C'est important parce que ce que nous avons en ce moment, ça ne fonctionne pas. Je sais que beaucoup des participants, certains le savent, peut-être que certains ne le savent pas, mais en ce moment, si vous êtes à l'hôpital, vos médicaments sont couverts dans les soins qui vous sont fournis. Mais si vous êtes à l'extérieur de l'hôpital, vos médicaments relèvent de vous. Vous devez trouver moyen de payer vous-même pour vos médicaments. Alors, si vous avez euh, une assurance médicaments publics ou privés, vous pouvez payer de votre poche autrement ou dans bien des cas, c'est en fait une combinaison des deux qui finit par se réaliser. À l'extérieur de l'hôpital, la couverture pour les médicaments sur ordonnance, c'est un méli-mélo de toutes sortes de programmes. On a 100 différents programmes, des programmes d'assurance privée de toutes sortes. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, le résultat, c'est que près d'1 million de Canadiens doivent en fait faire des choix et peut-être payer moins pour leurs aliments, pour leur chauffage, pour payer ces médicaments. Et 7,5 millions de Canadiens ne peuvent tout simplement pas se permettre leurs médicaments sur ordonnance parce qu'ils ne sont pas assurés ou ils sont sous-assurés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un ménage sur 4, si vous songez à dans votre quartier, une maison sur 4, un ménage sur 4 au Canada est touché par cette situation et ne peut pas se payer des médicaments sur ordonnance. Alors, je veux que ce soit parfaitement clair. Une couverture inadéquate, ça touche tout le monde dans toutes les provinces, à tous les niveaux de revenus, mais ça touche plus particulièrement les personnes qui vivent dans des familles à faible revenu, les jeunes, les nouveaux Canadiens. Alors, ceux qui ont un emploi permanent à temps plein, habituellement, ils ont une couverture des médicaments. Mais je dois vous dire, c'est une situation où vous en avez pour votre argent quand il s'agit d'assurance privée. Et, et plus que cela encore, quand il s'agit du nombre de travailleurs avec des petits boulots, des travailleurs à temps partiel, des travailleurs à contrat, bon, eux, ils n'ont absolument aucune assurance, aucune couverture des médicaments. Alors, le Canada est le seul pays à niveau de revenus élevé avec un système de santé universel qui ne fournit pourtant pas de couverture universelle pour l'assurance médicaments aussi. Et l'accès aux médicaments sur ordonnance est très inégal dans ce pays. En ce moment, tout dépend de votre âge, de votre revenu, de votre statut d'emploi et d'où vous vivez au Canada. Ça ne dépend absolument pas uniquement que de votre besoin. Et cela crée un système de soins de santé injuste pour la population. Et ce qui est pire, le Canada paie le niveau de prix, le quatrième le plus élevé au monde pour ces médicaments. Quatrième. Tout cela contribue à cette lutte que nous avons en matière d'abordabilité quand il s'agit de joindre les deux bouts. C'est la raison pour laquelle nous devons lutter pour l'assurance médicaments universelle. Avec l'assurance médicaments universelle, nous aurons, comme Marc l'a mentionné dans ses propos d'ouverture, des moyens d'épargner des fonds parce que le système de médicaments sur ordonnance au Canada va épargner 5 milliards de dollars par année. Les entreprises et les employeurs vont voir leur coût d'ordonnance être réduit de 16 milliards par année. Les familles verront que leurs dépenses vont réduire de 6,4 milliards de dollars.
Mais ça, ce sont des chiffres énormes et vous ne suivez pas ce que ça peut signifier pour vous. Alors, je vais essayer de concrétiser tout ça. Qu'est-ce que ça peut signifier quand il s'agit de remettre de l'argent dans votre poche? Eh bien, ça signifie que pour la famille moyenne, on va épargner 350 $ par année. Ça signifie que les entreprises vont épargner 750 par employé à chaque année. Alors, ces épargnes ne sont possibles uniquement que parce qu'avec l'assurance médicaments universelle, le Canada peut être un acheteur unique qui pourra négocier des prix de médicaments plus abordables avec des achats en vrac. Et puis, le coût d'administration d'un système universel est plus faible que ce que nous payons en ce moment avec tout ce méli-mélo et ce système au cas par cas. Mais je pense que le plus important, la raison pour laquelle l'assurance médicaments universelle, ça compte tellement, c'est parce que tout le monde a un accès abordable, équitable, dans un système qui est durable et qui offre des avantages pour tous. Merci, Adi. Merci, Elisabeth. Je pense que ce sont des observations importantes que vous soulevez là. Cet enjeu touche un quart de la population. 60 on l'a vu dans notre sondage, ont répondu qu'ils se soucient de pouvoir payer pour leurs médicaments. Alors, avant de vous poser une autre question, Elisabeth, je veux simplement faire une observation rapide pour vous laisser savoir que ce webinaire est enregistré et sera disponible par la suite. Alors, vous pourrez le partager avec ceux qui ne pouvaient pas participer ce soir. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une courte vidéo au sujet de la campagne du CTC pour l'assurance médicaments. Wow, thank you for Wow, merci d'avoir partagé cette vidéo, Elisabeth. C'était très touchant, cette vidéo qui a été préparée par le CTC. Alors, j'aimerais vous poser la question. L'assurance médicaments, ça a déjà été une priorité par le passé, mais il n'y a rien qui s'est fait. Qu'est-ce qui change la donne maintenant? Que pensez-vous de ce moment dans notre histoire politique et de ce que cela peut signifier pour l'avenir de l'assurance médicaments? Merci, Adi. Oui, je peux dire que j'aime ces vidéos, mais ça me noue la gorge chaque fois que je les vois, je dois l'avouer. Alors, la question de où nous en sommes en ce moment, bien, je dirais que nous vivons une époque sans précédent. Et là, je vais rattacher différents éléments. Alors, la première chose à dire, c'est, vous le savez, nous avons affaire à beaucoup de volatilité sociale et économique au Canada et à l'échelle mondiale. On a à la fois la pandémie et la guerre non provoquée en Ukraine, le changement climatique, tous les enjeux des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Et depuis 2 ans et demi de pandémie, nous avons constaté qu'il y a eu de nombreuses pertes d'emplois. Et avec une perte d'emploi, on voit que les personnes perdent aussi leur couverture privée pour l'assurance médicaments. Alors, je tiens à dire
que nous vivons une époque charnière en ce moment. Et deuxièmement, l'inflation très élevée nous tient par la gorge. Les problèmes d'augmentation des coûts sont très réels et beaucoup d'entre nous n'en dorment pas la nuit parce que nous nous soucions de la façon de rester en santé. Alors, pour revenir à l'inflation, la Banque du Canada augmente le taux directeur pour ralentir l'économie encore et encore. Mais l'impact de tout ça, c'est qu'en ralentissant l'économie, ils ont causé, ils vont continuer à causer des pertes d'emplois et cela signifie de nouveau que de plus en plus de personnes vont perdre leur couverture privée pour les médicaments. Et en même temps, les salaires chutent et accusent du retard par rapport à l'inflation. Alors, ça n'est pas un bon cas de figure pour nous tous, pour tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts dans ce contexte. Et en même temps, nous avons la situation actuelle pour le système de santé publique après des années de sous-financement de la part du gouvernement, de coupures de la part des gouvernements et de mauvaise gestion. Tout cela a donné que nous avons une crise grave dans les soins de santé, mais cela signifie aussi que nous avons certains programmes de soins de santé qui ne sont pas disponibles dans le système en ce moment, comme l'assurance médicaments universelle. Mais imaginons que nous ayons eu l'assurance médicaments universelle pendant le pic de la pandémie. Maintenant, pendant cette période très difficile où on essaie de joindre les deux bouts, tout ça, ce sont des éléments que nous devons sans cesse garder à l'esprit. Alors, les provinces et territoires, très franchement, n'ont pas fait leur part et n'ont pas accueilli à bras ouverts l'assurance médicaments universelle. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réagi contre cela et ils ont plutôt euh, mis l'accent sur la possibilité d'avoir plus de financement du fédéral pour les soins de santé. Alors, le monde syndical dit oui, on appuie les transferts en matière de santé, mais il faut qu'il y ait des conditions qui s'y rattachent, c'est-à-dire vous devez mettre en œuvre des programmes de soins de santé comme l'assurance médicaments universelle. La dernière chose que j'aimerais aborder dans ce contexte de l'époque où nous vivons, c'est le fait que nous avons Pierre Poilievre qui est nouvellement élu comme chef du Parti conservateur, mais chef aussi de l'opposition. Et il est un bon communicateur, il a de bonnes compétences quand il s'agit d'exploiter les craintes et la rage des particuliers. Et ça n'est pas une bonne chose parce que son leadership va servir à créer encore d'autres clivages. Et là, je veux être très, très claire à ce sujet. Pierre Poilievre, il défend la privatisation des soins de santé. Il est contre l'assurance médicaments universelle. Alors, nous avons toute une lutte qui se prépare. Alors, vous me dites, tout ça, c'est très, très sombre. Elisabeth, est-ce que vous n'avez pas de bonnes nouvelles pour nous? Bien oui. Qu'est-ce qui est plus encourageant? En 2019, il y a eu un rapport du Conseil consultatif sur la mise en œuvre de l'assurance médicaments universelle. On l'appelle le rapport Hoskins. Et dans ce rapport, on a des échéanciers pour la mise en œuvre de l'assurance médicaments universelle. On a certaines des étapes qui devraient tomber en place pour que cela se concrétise. Le gouvernement, depuis, a déjà mis en place certains des aspects, comme par exemple un bureau de la transition pour l'Agence médicaments du Canada et on a aussi aidé à développer toute une liste de médicaments. Mais le problème, c'est que ces deux initiatives se sont déroulées à l'extérieur de ce qui était en fait visé dans le rapport. Et ça, c'était extrêmement décevant parce que ça signifiait qu'en fin de compte, ça ne donnait rien pour m- faire avancer l'assurance médicaments universelle. Mais il y avait de l'espoir et Marc l'a mentionné, il y a de l'espoir parce qu'il y a cette opportunité maintenant de lutter pour remporter l'assurance médicaments universelle. Pourquoi? Parce que on a cette entente entre le NPD et le gouvernement libéral. Alors, avec cet accord en place, l'assurance médicaments est de nouveau possible
Et nous avons en fait une entente qui spécifie qu'il doit y avoir une loi canadienne assurance médicaments d'ici la fin 2023, la fin de l'an prochain. Et d'ici 2025, l'Agence nationale des médicaments va développer un formulaire des médicaments essentiels et un plan pour l'achat en vrac. Alors là, le seul avertissement, la seule bémol pour moi, c'est que j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose par écrit qui dirait assurance médicaments universelle et publique. Ça manque. Et bien, c'est là que nous pouvons jouer un rôle. Parce que je pense qu'il nous incombe à tous de lutter pour l'assurance médicaments universelle et publique pour riposter aux poids lourds de l'industrie pharmaceutique et certains de ceux qui voudraient simplement nous maintenir dans notre position actuelle où nous payons très cher sans obtenir un accès qui est bon, qui est universel, qui est équitable aux médicaments sur ordonnance. Il nous faut l'assurance médicaments universelle pour la protection de notre santé, pour renforcer le système public de soins de santé et aussi pour avoir de la justice en matière de santé partout au Canada. Merci. Merci, Elisabeth. Je suis parfaitement d'accord et c'est très juste ce que tu as évoqué. Je pense que ce que tu nous dis aussi, c'est vrai, il y a des bonnes raisons d'avoir de l'espoir, surtout avec cet accord entre les libéraux et le NPD. On a vu les annonces récemment au sujet des soins dentaires. Et j'ai une question par vidéo qui nous vient d'un membre du SCFP, Elisabeth Pam Parks, qui est membre du comité des soins de santé. Alors, je vais demander qu'on joue la vidéo. Hi, my name is Bonjour, je suis Pam Parks et je suis présidente de la section locale 6364. Je suis aussi une infirmière auxiliaire autorisée depuis 1986 dans un hôpital à Durham, en Ontario. J'ai une question pour Elisabeth. Qu'est-ce que c'est que ces entreprises pharmaceutiques et les entreprises d'assurance ont planifié pour notre programme d'assurance médicaments universel? Alors, Elisabeth, je dois te laisser savoir qu'on n'a que quelques minutes à peine pour que tu répondes à cette question, malheureusement. D'accord. Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a une chose à garder à l'esprit. Les grandes entreprises pharmaceutiques et les compagnies d'assurance, tout ce qu'elles visent, c'est le profit, les profits et encore les profits. En fait, ce qu'elles veulent, c'est, quand elles parlent d'assurance médicaments, c'est qu'elles veulent élargir leurs possibilités d'embaucher des profits. Si vous gardez ça à l'esprit, vous allez tout comprendre dans leur prise de position et dans les mesures qu'elles adoptent. Elles veulent une approche qui soit partielle. Ils s'opposent à l'assurance médicaments universelle. Cette approche partielle, pour eux, c'est simplement élargir le système actuel qui ne fonctionne pas, qui fait en sorte que les prix restent très élevés et inabordables pour le commun des mortels et qui, fondamentalement, est injuste. Alors, je pense qu'il faut garder à l'esprit que les grandes pharmaceutiques veulent continuer à faire payer très cher et elles vont faire payer aussi cher que le marché peut l'absorber. Alors que les entreprises, elles, d'assurance, veulent avoir un chiffre d'affaires plus élevé tout simplement. Alors, en ce moment, je pense que, ils peuvent faire beaucoup d'argent et vous savez, pour répéter, ce qu'ils font, ce qu'ils continuent à faire, c'est d'empêcher cet argent, cette influence pour retarder, faire de l'obstruction, pour empêcher qu'on ait l'assurance médicaments universelle. Alors, je suis à court de temps, je ne vais pas parler plus longuement, mais j'espère qu'il y aura d'autres questions. Yes, we can see lots of questions coming in already. Just a Merci reminder. beaucoup, Elisabeth. Nous voyons qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent. Nous rappelons à tout le monde de nous envoyer des questions dans la fonction questions et réponses que nous avons. Merci beaucoup pour vos réflexions, Elisabeth. Combien de régimes privés d'assurance médicaments existent dans le pays? Le sondage doit être devant vous maintenant. Donc, s'il vous plaît, mettre vos réponses. Je vois déjà qu'il y a un certain nombre de réponses. Je vous donne juste un instant pour
répondre à la question? OK, je vois que la plupart des gens ont déjà répondu. Et la réponse que vous avez choisie, c'est 50 000. En vérité, il y a plus de 100 000 régimes privés d'assurance médicaments dans tout le pays et plus de 100 régimes publics d'assurance médicaments. Cela laisse les gens avec des niveaux inégaux de couverture et de copaiement. Alors, mes prochaines questions s'adressent à Frédéric. Donc, Frédéric, le modèle hybride d'assurance médicaments du Québec a été mentionné comme une possibilité pour un régime national d'assurance médicaments. Pouvez-vous décrire le régime d'assurance médicaments du Québec? Bien sûr. Premièrement, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et il ne faut pas prendre comme modèle le modèle hybride du Québec. Premièrement, là, ce qu'il faut savoir, que toute personne établie de façon permanente au Québec doit être couverte en tout temps par une assurance médicaments et que vous achetiez ou non des médicaments. Puis au Québec, mais comme vous venez de le dire, c'est un régime hybride entre le régime privé et public. Le régime privé, lui, il est offert par certains employeurs, des syndicats, une association ou des ordres professionnels. Le régime public, lui, il est offert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, là, la RAMQ, et c'est Revenu Québec qui perçoit ces primes à partir de votre déclaration de revenus. Par contre, si vous êtes admissible à un régime privé, vous avez l'obligation d'y adhérer et de couvrir votre conjoint et vos enfants, et que ces derniers soient domiciliés ou non avec vous, s'ils ne sont pas déjà couverts par un tel régime, s'ils travaillent et qu'ils sont couverts par un régime. Et de plus, aussitôt que vous avez un régime privé et que vous travaillez 15 heures, vous devez absolument y adhérer. Pour être admissible à un régime public, vous devez résider au Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie, ne pas être admissible à un régime privé et être dûment inscrit à la liste de la RAMQ. Puis, comme je le disais, vous ne pouvez pas choisir là, entre un régime privé ou un régime public. Si vous avez un régime privé, vous avez l'obligation d'y adhérer. Les seules exceptions à cette règle sont les enfants mineurs admissibles en séjour au Québec et les personnes de 65 ans et plus. Par ailleurs, il ne vous est pas possible d'avoir aucune assurance médicaments, même pour une courte période. Là, vous devez toujours être couvert en tout temps. Et les médicaments qui sont couverts par le régime public, ils se retrouvent, c'est des médicaments qui sont délivrés sur ordonnance et c'est des médicaments qui paraissent sur la liste sur le site de la RAMQ, soit au www.ramq.gouv.qc.ca. Frédéric, je voulais juste te demander de parler juste un petit peu lentement pour nos interprètes. Merci. Merci de m'en aviser. Il faut que je fasse attention. Merci aux personnes là, qui traduisent mon français. Donc, je vais faire attention. Puis, ce qui est important aussi de savoir pour les Québécois et les Québécoises, mais c'est les médicaments qui sont achetés ailleurs du Québec, mais ils ne sont pas couverts. C'est pourquoi on vous recommande de vous munir d'une assurance voyage lorsque vous voyagez à l'extérieur de la province. Il est important aussi de savoir là, les coûts, parce qu'il y a même des coûts sur le régime public. Là. On doit débourser à chaque premier achat du mois, le citoyen doit débourser 22,25 $ plus le 35 % de prime de coassurance, avec un maximum de 96,74 $ par mois pour un total de 1 161 $ par année, plus la prime annuelle qui varie entre 0 et 710 $ par année par personne selon le revenu familial net. Puis ça, mais c'est prélevé sur la déclaration de revenus. Fait qu'en gros, là, le modèle québécois hybride, c'est un peu ça, puis on rentrera un peu plus dans les détails tantôt. Merci. Merci, merci Frédéric. Tu as bien expliqué que nous devons nous concentrer sur un système public, pas sur un système qui donne un backdoor aux intérêts privés. J'aimerais maintenant inviter Maxime Sainte-Marie, membre du comité sur les questions de santé du SCFP, à poser une question vidéo. Bonjour, mon nom est Maxime Sainte-Marie, je suis président du Conseil provincial des affaires sociales au SCFP Québec. Ma question, Frédéric, est la suivante. Quelles sont les limites du modèle hybride au Québec? Merci, Fred.
Alors, Frédéric, la question était quelles sont les limites du modèle hybride du Québec? Vas-y. Merci beaucoup, Maxime, pour ta question. Aujourd'hui, le régime hybride, là, il ne correspond plus à nos besoins collectifs, hein, notamment en raison des problèmes d'accessibilité, d'équité et de contrôle des coûts. Le régime public, lui, est financé par l'État ainsi que par les primes, les franchises et la coassurance des personnes assurées. Ces dernières peuvent avoir à débourser de leur poche jusqu'à 1 161 sans compter le 710 de primes qu'il peut atteindre. Ça représente 1 871 par année. Ça, c'est une charge énorme pour les personnes les moins nanties, comme le disait Élisabeth tantôt. Les régimes privés sont quant à eux financés par les employeurs et les personnes salariées, et ce, sans égard à leur capacité de payer. En raison de l'obligation d'adhérer au régime privé disponible, certaines personnes, notamment là, les travailleuses et travailleurs à temps partiel et les personnes retraitées, se retrouvent à payer des sommes disproportionnées par rapport à leurs revenus pour leur assurance. Prenons par exemple là, une éducatrice en service de garde. La grande majorité font moins de 20 heures par semaine, puis avec un salaire qui se situe entre 22 et 26 de l'heure. Si on fait un calcul vite fait, là, ça représente environ 1 450 par mois brut, clair, dans leur poche. Une prime d'assurance familiale, là, si on prend une personne monoparentale, un homme ou une femme qui est monoparentale et qui doit absolument prendre la prime familiale, ça peut lui coûter 140 par paye, soit 280 par mois. Fait qu'il lui reste à peu près 1 200 dans ses poches là, pour payer son loyer, son gaz, sa nourriture, le 20 des médicaments qu'on doit payer directement à la pharmacie. Ce qui fait qu'il n'en reste pas beaucoup pour emmener les enfants au cinéma, voir un film, faire une sortie dans les restaurants pour se reposer un peu, profiter un peu de la vie, quoi. Donc, on voit qu'il n'en reste pas beaucoup. De plus, la diversité des régimes en place signifie que certaines personnes bénéficient d'une bien meilleure couverture que d'autres. Encore là, prenons par exemple un employé du secteur public, soit de la santé ou de l'éducation. Ici, au Québec, là, le gouvernement paie environ seulement 20 de la prime. Tandis qu'en moyenne, les employeurs privés vont payer jusqu'à 50 de la prime. Il y en a d'autres qui vont payer 80 puis certains d'autres vont payer même jusqu'à 100 quoique ceux-là sont plutôt rares. Le système hybride actuel, là, mais ça a un impact réel sur les prix des médicaments, puis ça limite notre capacité collective à contrôler la croissance des coûts, soit les dépenses totales du public et du privé en médicaments. Les primes d'assurance collective augmentent, le pouvoir d'achat, lui, diminue. Dans le régime hybride, il y a plusieurs payeurs. Il y a le public, les régimes privés d'assurance médicaments et les particuliers. Ce système multipayeur, ça fait juste augmenter les coûts d'administration, puis ça réduit le pouvoir d'achat de négociation sur le marché pharmaceutique. Ce faisant, les prix des médicaments est parmi les plus élevés de l'OCDE. Ici, au Québec, je suis content, Adi, de voir le sondage que tu as envoyé juste avant, parce qu'ici, au Québec, il y a plus de 1500 agents négociateurs là, qui vont négocier vis-à-vis les compagnies pharmaceutiques le prix des médicaments. Donc, imaginons, là, je ne savais pas comment il y en avait au Canada, mais tu viens de dire qu'il y en a plus de 100 000. Imaginez-vous s'il n'y en avait seulement qu'un seul, comment on pourrait contrôler le coût des prix. On pourrait renverser le pouvoir de négociation. Ce serait le gouvernement, donc nous, qui aurait le pouvoir de négocier le prix des médicaments. Au lieu qu'il y en ait 1500 qui les négocient ici au Québec, 100 000 à travers le Canada, qui achètent de l'Effexor, par exemple, au lieu d'acheter 1 million d'Effexor par un, 100 000 par un autre, 200 000, si on achetait 300 millions d'Effexor, ce serait nous qui aurions le pouvoir de dire aux compagnies pharmaceutiques, je veux acheter 300 000 pilules, 300 millions de pilules et je les veux à tel prix. C'est comme ça. Sinon, vous n'en vendez pas au Canada parce que c'est nous le seul acheteur au Canada. On est deuxième derrière les États-Unis, puis le Canada, troisième pour les dépenses. En 2014, les dépenses totales pour les produits pharmaceutiques, les médicaments d'ordonnance en vente libre, c'était de 1 087 par personne au Québec en moyenne. Puis dans le reste du Canada, la dépense s'élevait à 912 alors que la médiane pour l'ensemble des pays de l'OCDE est de 603 soit 45 de moins qu'au Québec. C'est une situation très préoccupante. On voit qu'il y a de la place à l'amélioration. C'est pourquoi que nous, au SCFP, on pense
qu'avec une assurance médicaments universelle et surtout un seul agent négociateur, on aura un meilleur contrôle des coûts ainsi qu'un meilleur rapport de force face aux grandes entreprises pharmaceutiques. Un des problèmes avec le modèle hybride ici au Québec, c'est que 2 personnes avec la même ordonnance entrent dans la même pharmacie et vont en sortir avec 2 factures différentes. Une est avec le privé, puis l'autre est avec le public. Un médicament va avoir un coût différent d'une pharmacie à une autre, puis les honoraires des pharmaciens, mais qui peuvent varier d'une pharmacie à une autre encore. Au printemps dernier, nous aussi, au Québec, on a sondé la population, puis c'est 11 des répondants qui avouent ne pas avoir acheté un médicament pour des raisons de coût. 21 avouent avoir sauté une dose ou coupé une dose en 2 pour économiser. 43 considèrent que le coût des médicaments a un impact très ou assez important dans le budget. On voit que c'est sensiblement les mêmes pourcentages que dans le sondage dans le reste du Canada. Puis 80 jugent qu'un tel régime améliorerait la santé de tous. Ça, c'est évident. Pour les politiciens québécois qui sont présentement en campagne électorale, je leur dirais que 71 des Québécois sont d'accord pour que la mise sur pied d'un régime fasse partie des enjeux de la campagne électorale actuelle. 73 des Québécois sont favorables à la mise sur pied d'un régime médicament universel. 77 aimeraient que le gouvernement du Québec collabore avec celui du Canada pour mettre sur pied un tel régime. Ça, ce chiffre-là, moi, je l'adore parce que quand on rencontre les politiciens au Québec, on se fait souvent dire que ce n'est pas Justin Trudeau qui va venir nous dire comment gérer nos assurances ou notre province au Québec, qui sont bien capables de faire ça, qui ont juste envoyé l'argent puis ils vont s'occuper de tout ça. Mais moi, je leur réponds, 77 des Québécois et des Québécoises veulent que vous collaborez avec le Canada pour mettre sur pied un régime. Donc, c'est un peu ça, Adi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Frédéric. Tu as vraiment souligné le point qu'Elisabeth a également évoqué, que les gens sont obligés de choisir entre le loyer, la nourriture et les médicaments. Et tu as tout à fait raison. Nous devons reprendre le pouvoir de négociation. Et en fait, c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour nous battre. Je voulais te demander, que font le SCFP Québec et la FTQ pour promouvoir un régime d'assurance médicaments publics et à payeur unique pour tous. Et j'aimerais juste te dire qu'on a comme 3 minutes qui restent. Parfait, je vais faire ça vite. C'est pas compliqué, on fait un peu comme aujourd'hui. Hein? On va partout où on nous invite de parler d'une assurance médicaments publics et universelle. On va rencontrer nos alliés naturels, puis ceux-là qui sont moins naturels, comme l'UMQ ici au Québec, l'Union des municipalités du Québec. On a rencontré le cabinet du ministre de la Santé, on a rencontré Québec solidaire, le Parti québécois. On a également parlé avec des acteurs politiques au niveau fédéral, notamment le NPD et le Parti libéral. De plus, à chaque année, la FTQ, ici, provincialement, et le CTC, au niveau fédéral, organisent une journée de représentation auprès des élus. Le SCFP et les syndicats affiliés à la FTQ, on profite de cette journée pour rappeler au gouvernement l'importance et l'urgence de mettre sur pied rapidement un régime d'assurance médicaments universel. Comme vous l'avez dit, là, les planètes n'ont jamais été aussi bien alignées qu'en ce moment avec l'entente entre le NPD et le Parti libéral du Canada. Il ne faut absolument pas passer à côté car ça risquerait de ne plus jamais revenir. Les partis politiques du Québec doivent s'engager à négocier avec le gouvernement fédéral et ils doivent absolument en arriver à une entente pour le bien et la santé de tous les Québécois et des Québécoises et de tous les Canadiens et Canadiennes. De plus, il faut aussi rappeler que tous les citoyens seraient couverts et qu'ils économiseraient beaucoup d'argent. Ici, au Québec, présentement, les politiciens cherchent plein de moyens de remettre de l'argent dans les poches des contribuables. On promet des baisses d'impôts, qui est une très mauvaise idée. Voici là, une belle solution pour nos partis politiques là, de remettre de l'argent dans les poches des contribuables et de contrer un peu l'effet de l'inflation. Il faut se rappeler aussi, comme Elisabeth l'a dit tantôt, là, tout le monde économiserait. Là. Les employeurs, les villes, les gouvernements, tout le monde économiserait. Évidemment, les compagnies pharmaceutiques, eux, verraient un peu leurs profits diminuer. Hein? Puis tout ça pour vous rappeler que ça fait au moins 25 ans que le SCFP, la FTQ ainsi que la CTC militent pour un régime d'assurance médicaments publics et universel. Alors, je vous invite tous à aller visiter, à consulter les pages Facebook, Twitter, médias sociaux de la FTQ ou du CTC. Vous pourrez ajouter votre nom aux nombreuses campagnes qui y sont présentes.
Parce que là, ben, il est plus que temps que nous exigions un régime médicament public et universel. Merci tout le monde. Merci Frédéric, c'est clair que vous travaillez fort et c'était une discussion très intéressante, très importante. J'ai maintenant une courte vidéo de la FTQ sur l'importance de l'assurance médicaments pour vous. Au Canada, nos médicaments coûtent vraiment trop cher. Nos primes d'assurance au privé grimpent de 10 chaque année. Qui s'en met plein les poches? Les compagnies d'assurance et les multinationales pharmaceutiques. Un régime public et universel d'assurance médicaments serait une solution gagnante pour les travailleurs et pour les employeurs. On pourrait économiser plus de 2 milliards par année juste au Québec. Le gouvernement Trudeau doit bouger maintenant. Visitez assurancemédicaments.org. Un message de la FTQ, de la CSN et de la CSQ. Merci, merci beaucoup. So I now have another poll question for you all. The question is, Maintenant, j'ai une autre question de sondage. Quelle proportion de leurs ventes est-ce que les grandes sociétés pharmaceutiques consacrent à la recherche et au développement au Canada? Et c'est une de mes données statistiques les plus intéressantes. Qu'avez-vous à dire là-dessus? give you another moment to answer. I see that most of you have answered. So, Je vois que la plupart d'entre vous avez répondu. Alors, je vais vous dire qu'en dépit du fait que les entreprises pharmaceutiques se disent qu'ils vont mettre 10 dans la recherche-développement, en fait, ils n'ont mis que 3,4 dans la recherche et le développement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions-réponses. Maintenant, je vais poser des questions à Colin Fuller. Colin, avant tout, pourquoi est-il important pour le Canada d'avoir un système public de recherche, de développement et de production de médicaments et de vaccins qui sauvent des vies? Merci. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé la discussion et surtout les présentations de Frédéric et d'Elisabeth qui étaient formidables. Alors, quand j'ai vu le titre, ma première réaction était que l'industrie pharmaceutique est tellement corrompue, met tellement l'accent sur les profits qui ne devraient pas faire partie de la fabrication de médicaments. Ils ne répondent pas aux besoins ni des Canadiens, ni des besoins des citoyens internationaux. Et ils n'offrent pas un accès facile aux médicaments et aux vaccins. Mais bien entendu, c'est à ça qu'il faut s'attendre de ma part. Mais nous avons un investissement important dans la recherche et le développement de médicaments. Le public n'est pas reconnu pour cet investissement, mais cet investissement public profite à l'industrie pharmaceutique et non pas aux citoyens ou aux personnes qui ont besoin de médicaments. Et à cause des politiques publiques, et ce n'est pas simplement parce que l'industrie pharmaceutique est avide et horrible, mais c'est à cause des politiques publiques que mènent nos gouvernements fédéraux. Alors, je vais vous donner un exemple. L'enjeu de l'investissement public. On penserait que l'objectif de cet investissement serait d'arriver à des objectifs qui sont liés à l'équité et à la justice sociale. Ce n'est pas le cas. La différence entre les coûts de la production et le prix payé par le citoyen reflète ce manque de position du gouvernement fédéral. Je vais vous dire quelque chose. Nous savons tous que la COVID est un virus terrible, terrible, qui a tué beaucoup de personnes, surtout en Afrique. Pardon, l'Ebola. Le Canada était aux avant-postes de la recherche et du développement du vaccin pour le virus de l'Ebola. Nous avons investi fortement
dans le domaine à travers l'Agence de santé publique du Canada et à travers son laboratoire de microbiologie qui se trouve à Winnipeg. En 2001, ils ont commencé à faire la recherche pour développer un vaccin pour lutter contre l'Ebola. Et ils ont réussi. Mais au lieu que le gouvernement canadien surveille le développement de ce vaccin et que cela soit un vaccin qui soit vendu à moindre coût à ceux qui en avaient besoin, le gouvernement canadien s'est tourné vers l'industrie pharmaceutique pour développer un vaccin et pouvoir générer des fonds. Alors, les laboratoires de microbiologie ont vendu les droits à une entreprise de biotechnologie qui devait créer le vaccin pour le virus Ebola. Ils n'ont pas pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Mais ce qu'ils ont pu faire, c'est attendre que le virus de l'Ebola soit prévalent sur le continent africain en se disant qu'ils vont se faire de l'argent en vendant le brevet. Ils l'ont vendu à Merck. C'est ainsi que Merck a commencé à fabriquer le vaccin. Mais ils ne l'ont pas fait sans des investissements conséquents des contribuables canadiens et étrangers. Donc, ce vaccin qui a été développé en 2017 vient des deniers publics et ça vient de nos poches. Et Marc a dit qu'ils ont découvert le vaccin et ils en ont bien profité. Alors, le coût du vaccin est plus élevé qu'il ne devrait l'être et on doit se poser la question, est-ce que cela est justifié par le coût de la fabrication? Non. Le coût de manufacture de ce genre de vaccin est très faible. Et le médicament qui s'appelle, ce médicament coûte 90 sous à être développé. Et ce médicament qui était là pour traiter la COVID-19, 70% du coût de fabrication vient des deniers publics. Et ça coûtait 93 sous pour le fabriquer. L'industrie pharmaceutique, non seulement ne veut pas développer des médicaments et des vaccins qui peuvent être disponibles à tout un chacun à un coût abordable et ils sont là pour avoir plus d'investisseurs et les prix le reflètent. Nous payons de coûts très élevés pour un laboratoire d'infrastructure au Canada, un investissement public pour les Canadiens et nous payons 3 fois les médicaments. Nous le payons en amont pour le développement et ensuite à la caisse quand nous payons et aussi nous le payons à travers nos régimes de médicaments. Les médicaments font partie d'un volet essentiel de notre système de santé. Nous le savons. Il est intolérable que nous investissons dans la recherche et les autres processus d'élaboration de médicaments tout en ayant des Canadiens qui ont du mal à avoir accès à cela. Le gouvernement ne protège pas les droits à ces médicaments pour qu'il y ait un accès équitable et juste. Ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre, c'est un problème qui a une solution. Et cela veut dire qu'il nous faut utiliser l'investissement public, pas seulement dans la recherche publique, mais aussi pour l'investissement dans la manufacture. Merci beaucoup. C'est vrai que vous parlez du mythe comme quoi seules les entreprises privées peuvent mener la recherche et le développement. Dans ce cadre,
Pouvez-vous nous parler du rôle important que les laboratoires jouent, les laboratoires Conoc ont joué dans la recherche publique et le développement et la production de médicaments et les vaccins au Canada? Je sais que nous avons peu de temps, mais on va vous demander de nous donner autant d'informations que possible, aussi lentement que possible pour les interprètes et en si peu de temps que possible. Est-ce que je parlais trop vite? Mais oui, on m'a envoyé une note pour vous dire de ralentir. Alors, je vais ralentir. Alors, Conan fait partie de ces récits à succès que je préfère, mais ça n'a pas une fin agréable. Conan a été développé à l'Université de Toronto et la raison pour laquelle on l'a créé, c'est parce qu'il y avait une éclosion de diphtérie à Toronto. Et ce n'était pas la première, mais c'était la pire. Et la ville a interpellé une entreprise de fabrication de vaccins américaine et leur a demandé s'ils peuvent élaborer un vaccin contre la diphtérie. Mais les prix étaient tellement élevés, il n'y avait pas de régime médicament à l'époque. Et cela coûterait à une famille 2 semaines de salaire pour avoir accès à une dose du vaccin contre la diphtérie. Ce n'était pas faisable. Alors, la ville a abordé l'Université de Toronto et leur a demandé de l'aide. Et l'université a établi le laboratoire Conon qui a produit les vaccins contre la diphtérie. Et le but des fondateurs du laboratoire Conon était de produire des vaccins et des médicaments pour les Canadiens à moindre coût. Voilà ce qu'ils ont commencé à faire en 1921. Conon est là où on a découvert l'insuline et l'insuline est l'une des plus grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique puisque cela a mené à sauver la vie de millions de personnes. Et voilà d'où vient la contribution de notre pays à la médecine mondiale. Et l'autre chose qui a été réalisée par Conant, c'est qu'ils ont pris les redevances. Ils ont donné le brevet de production au monde et ils ont pris très peu sur ces frais et ils ont créé le premier centre académique de recherche au Canada. Donc, les premières recherches académiques sur la pharmacie au Canada ont été faites à travers une recherche universitaire ou des fonds de recherche universitaire. C'est très important. Aussi, ils ont donné les vaccins et les médicaments à moins de coûts et ils ont aidé à appuyer les programmes de médicaments dans notre régime de soins universels. Et voilà, ils l'ont fait à travers Royal à Winnipeg. Bien sûr, en 1984, Conord a été bombardé par le néolibéralisme, l'austérité et a été privatisé par le gouvernement Mulroney, gouvernement de l'époque, et les laboratoires Conan ont été privatisés. Et je suis désolée, j'ai ça dans mes notes. Je ne sais pas le montant exact, mais nous avons dépensé quelques 20% et je dirais, pardon, que 20% des médicaments et des vaccins canadiens étaient importés à l'époque et maintenant nous en sommes à 80%. Donc, non seulement est-ce que nous avions économisé à l'époque avec les moindres coûts de production et avec aussi les économies, mais aussi nous ne payons pas sur un marché international très coûteux. Et bien entendu, cela serait d'un grand intérêt maintenant. Mais et à cause de cette histoire, il y a de plus en plus d'intérêt au Canada maintenant et surtout au vu de l'expérience horrible avec le vaccin de la COVID pour l'avoir au Canada, mais il y a plus de discussions pour ce qui est d'avoir une manufacture publique.
Merci, Colleen. On dirait bien que quand des installations publiques font de l'argent, des redevances, l'argent va directement dans la recherche, alors que quand c'est une entreprise privée, cet argent-là sert à acheter un bateau aux propriétaires. Alors, on passe à la question suivante et on a une question par vidéo de Monica Thiessen, qui est membre du comité des enjeux en matière de soins de santé. Bonjour, je suis Monica Thiessen et je suis vice-présidente régionale du syndicat des employés d'hôpitaux. Ma question s'adresse à Colleen. Comment est-ce que le développement, la recherche publique de médicaments et de vaccins appuierait l'assurance médicaments au Canada? Eh bien, une des positions, des prises de position du secteur pharmaceutique à ce moment, c'est qu'ils appuieraient l'assurance médicaments si tous les médicaments se trouvent sur la liste des médicaments pour le programme national d'assurance médicaments, ce qui signifie qu'ils vont vouloir faire payer pour leurs médicaments les plus coûteux. Et si ils n'ont pas le prix qu'ils souhaitent, ils ne fourniront pas leurs médicaments. C'est comme ça qu'ils se sont comportés par tout le monde. Alors, quand on songe à un régime national d'assurance médicaments universel, il faut penser à ce qui est plus rentable. Et ce qui est le plus rentable pour un programme national d'assurance médicaments, c'est de produire les médicaments nous-mêmes ou produire ces médicaments dans le secteur public ou avoir une entente qui fait en sorte qu'il y ait une contribution publique, un mot à dire important quant à la fabrication. Et la seule façon que ça se produise, c'est si nous sommes propriétaires des fabricants eux-mêmes. Donc ça, c'est une chose. Nous avons perdu au cours des 2 dernières années, nous avons perdu une grande lutte avec les pharmaceutiques et ça, c'est pour contrôler le prix des médicaments. Nous avons un mécanisme qui est le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés. C'est un groupe qui doit faire en sorte qu'on ne paie pas des prix déloyaux pour les pharmaceutiques. Mais ce groupe ne fait pas très bien son travail. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme très faible pour atteindre cet objectif. Santé Canada a décidé de faire un examen des lignes directrices pour le Conseil responsable d'examen des prix et ça a été donc examiné. Le Conseil a révisé leurs lignes directrices. C'était de bonnes lignes directrices qui ont été produites. Ça nous a étonnés, mais le secteur a dit, si on fait la mise en œuvre de ces lignes directrices, nous n'allons pas mettre de nouveaux médicaments sur le marché au Canada. Alors ça a effrayé les intervenants, bien entendu, parce que l'accès aux nouveaux médicaments, c'est tout aussi important que l'accès aux médicaments existants. Alors, Santé Canada a reculé. Ils ont reculé à 3 reprises. Ils ont dit qu'ils reporteraient la mise en œuvre jusqu'au moment où on tiendrait d'autres discussions, ceci, cela. Ils ont tenu d'autres discussions. Ça a duré une petite éternité. Et en fin de compte, eh bien, ils ont fini par faire une croix là-dessus, sur ces nouvelles lignes directrices. Donc, on est moins protégé encore des prix plus élevés que d'autres pays. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi besoin d'un programme national d'assurance médicaments et la fabrication nationale de médicaments. Il nous faut avoir contrôle des prix des médicaments. Autrement, ce sera très, très difficile d'arriver à financer un programme national d'assurance médicaments. Merci beaucoup, Colleen. C'est tout le temps que nous avons pour cette portion de discussion de nos panélistes. Nous avons une période de questions-réponses qui suivra. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Nous voyons de belles questions posées. Nous avons très, très hâte d'aborder toutes ces questions. Alors, nous avons un invité spécial qui s'est joint à nous. Don Davies, député de Vancouver-Kingsway et porte-parole du NPD pour la santé, qui va nous dire quelques mots. À Don. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu tardivement. Ça a été une journée assez intéressante avec cette annonce aujourd'hui pour les premières mesures intérimaires pour un régime d'assurance dentaire universelle. Et je tiens à commencer
par remercier le SCFP et l'ensemble du mouvement syndical au Canada parce que si nous en sommes arrivés là aujourd'hui avec une véritable discussion sur l'assurance médicaments universelle et peut-être une occasion comme jamais auparavant pour concrétiser tout cela, et ça n'aurait pas été possible sans le militantisme et les efforts de pression et d'éducation exercés par le SCFP et d'autres syndicats dans ce pays qui se sont chargés de porter le flambeau pour cette mesure. Alors, je voudrais tout d'abord démarrer cette discussion sur le système d'assurance médicaments universelle en remontant à 1964. Il y a des analogies entre cette époque et maintenant. 1964, c'est le moment où nous avions un premier ministre conservateur, John Diefenbaker, qui a nommé le juge James Emmett Hall pour qu'il se penche sur les soins de santé parce qu'il y avait des pressions exercées par le NPD à l'époque après l'introduction d'un système de santé publique en Saskatchewan. Et je pense que M. Diefenbaker a été étonné parce que quand il a demandé au juge Hall de se pencher sur la question, il pensait qu'il aurait un rapport qui recommanderait un système privé ou hybride. Mais en réalité, après avoir entendu toutes les preuves de façon très honnête sur le plan intellectuel, le juge Hall a proposé une assurance maladie universelle, non seulement pour la couverture en hôpital, comme on avait en Saskatchewan, mais il lui proposait plutôt une couverture exhaustive, y compris l'assurance médicaments, les soins dentaires et d'autres formes de soins de santé. Alors, à l'époque, la dernière fois que le Canada avait eu deux gouvernements minoritaires libéraux d'affilée, c'était 1963 et 1965, et c'est là qu'on a obtenu l'assurance santé, qu'on a obtenu la sécurité de la vieillesse aussi et le régime de pension du Canada. Alors, maintenant, on en est à 2019-2021. Qu'est-ce qu'on a? Deux gouvernements minoritaires libéraux, le NPD a la balance du pouvoir et comme ça a été dit, c'est absolument une opportunité sans précédent. Nous devons saisir cette opportunité pour que cela se réalise et c'est ce qu'a bel et bien fait le NPD. Nous n'avons que 25 sièges à la Chambre des communes sur 238, mais nous avons décidé d'exploiter notre position pour défendre l'amélioration au système de soins de santé au Canada. Il y a 4 mesures dans l'entente entre le NPD et le gouvernement qui a été négociée et une de ces mesures, c'est l'assurance médicaments universelle. Adopter une loi sur l'assurance médicaments universelle d'ici la fin 2023 et avoir un formulaire national pour les médicaments essentiels, un programme d'achat en vrac par le biais de l'Agence nationale des médicaments d'ici la fin de l'entente, c'est-à-dire juin 2025. Pour moi, je ne me satisfais pas de cela. Je pense que ça devrait être fait immédiatement et en fait, il n'y a rien qui empêche que ça se fasse. N'oublions pas que le NPD avait proposé une loi sur l'assurance médicaments universelle qui ressemblerait au régime d'assurance maladie et a présenté ça à la Chambre des communes et les conservateurs et libéraux ont voté contre ça. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes avec un message plus pointu maintenant, les néo-démocrates et notre chef Jagmeet Singh. Et ce que nous disons, c'est très clairement, nous avons forcé la main au gouvernement libéral pour qu'il commence à plancher sur une assurance médicaments universelle et l'assurance dentaire parce qu'ils ne l'auraient pas fait à eux seuls. Et ça, les Canadiens, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce dont ils ont besoin. C'est un exemple de ce qui peut être accompli quand on a affaire à un bon nombre de néo-démocrates au sein du Parlement qui font pression pour élargir notre système de soins de santé au Canada et c'est ce que souhaitent les Canadiens. Merci, merci beaucoup, Don. Nous en sommes réellement à un moment charnière et j'espère que nous pourrons faire en sorte que cela se concrétise et cela ne pourrait pas se concrétiser n'eût été des défenses d'intérêt du travail que vous faites à la Chambre des communes. Donc, merci pour cela. Nous allons maintenant passer à un autre petit sondage. Alors, encore une fois, n'oubliez pas de nous poser vos questions en questions-réponses.
Alors, un autre sondage, quelle proportion des Canadiens appuient l'idée d'un programme national d'assurance médicaments? Notre confrère Frédéric vous a déjà donné un petit aperçu de cette proportion. Alors, je vous invite à répondre à la question. Vous pouvez deviner comme bon vous semble et je vois que les réponses rentrent. Plus de la moitié d'entre vous avez déjà répondu et je suis heureux de pouvoir dire que la plupart d'entre vous avez donné la bonne réponse, c'est-à-dire, d'après un sondage de 2020, on a constaté que près de 9 Canadiens sur 10 appuient l'idée d'un programme national d'assurance médicaments universel. 86 donc 9 Canadiens sur 10 pratiquement appuient cette idée. Donc le soutien, il est là. C'est ce que souhaite la population et en réalité, maintenant, il est temps d'agir. Alors, on a inséré un lien en clavardage, un lien vers une lettre que vous pouvez envoyer à votre député dès maintenant. Si vous êtes sur un téléphone, une tablette ou un outil qui fait en sorte que c'est difficile de le faire immédiatement, ne vous inquiétez pas, nous ferons circuler le lien après ce webinaire. Comme Don l'a dit, le NPD a essayé de mettre ce projet de loi de l'avant auparavant, mais ça a été défait. Il faut que nos élus nous entendent tous pour que cela se concrétise. Alors, je vous invite à prendre un instant pour cliquer sur le lien et pour envoyer cette lettre. Nous avons encore quelques instants pour vos questions. Alors, je vous invite à poser vos questions sous l'onglet questions-réponses. Et maintenant, j'ai une question de Teresa Gillum, qui est membre du comité des enjeux en matière de soins de santé, pour démarrer. Hi, my name is Teresa. Bonsoir, je suis Teresa Gillum et je suis présidente de la section locale 4935. Ma question s'adresse à l'ensemble de nos panélistes. Qu'est-ce que les grandes compagnies d'assurance et les compagnies d'assurance font pour obtenir le programme d'assurance médicaments qu'elles souhaitent et que pouvons-nous faire pour contrer ces efforts? Merci pour cette très belle question et nous allons chercher les réponses, mais n'hésitez pas, je vous invite chacun à songer à tout ce que vous êtes entendu dire les uns les autres dans cette dernière ronde en répondant à cette question aussi. Alors, on va aller en ordre inverse cette fois. Colleen, quelles sont vos impressions en réponse à cette question? Bien, les entreprises pharmaceutiques. Moi, je ne sais pas aussi bien ce qui se passe du côté assurance, mais les entreprises pharmaceutiques, en gros, elles sont des intimidateurs. Ce qu'elles font, si elles n'obtiennent pas ce qu'elles souhaitent, bon, elles menacent de nous enlever un médicament et elles l'ont fait encore et encore. Si on a des contrôles de prix, bon, ben, ce médicament va être retiré du marché. Si on a l'assurance médicaments universelle et si ça n'est pas bon pour leurs intérêts, les intérêts de leurs investisseurs, bon, encore une fois, ils vont menacer, ils vont intimider tout le reste. Ça, c'est ce qu'on peut attendre de leur part. Ils financent. En fait, ils ont tellement de façons de profiter de la situation, ils peuvent grappiller un peu partout. Je ne sais pas ce qu'ils font pour amadouer les députés, à l'exception des NPD, mais et je suis sûre que ça se produit. Et la menace de retirer ou de ne pas donner accès au vaccin contre la COVID, quand il y avait toute cette lutte par rapport au contrôle des prix, ça a été un réveil pour bien des gens et c'est ce qui a fait qu'on a parlé de la fabrication dans le secteur public. Je pense que l'industrie va faire tout ce qu'ils peuvent faire. Les libéraux sont absolument poltrons. Ils vont faire tout ce qu'on leur demande pour plaire au secteur pharmaceutique. Ils l'ont déjà fait. Sanofi, qui est l'une des grandes entreprises pharmaceutiques, la compagnie qui a fini par faire mainmise sur Connaught. Donc, cette compagnie qui était un fabricant public fait maintenant partie de ce gros empire international que Sanofi et on leur a tout simplement remis un demi-milliard de dollars pour établir des installations à Toronto pour produire quoi? Des vaccins contre la grippe. Ce n'est pas ça qui manque, hein?
Alors, je pense que le gouvernement, il est prêt à faire tout ce qu'il peut faire pour faire ce qui plaira au secteur pharmaceutique. Et ça n'étonnera personne. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons rehausser les appels à en avoir une fabrication publique de médicaments. Merci, Colleen. C'est très juste ce que vous venez de dire. Merci, Colin. C'est sûr que ceux qui veulent profiter ne vont s'arrêter à rien pour faire des profits. Ils vont même pas arrêter une pandémie. Est-ce qu'on m'a passé la parole? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu mon nom, mais je pense Oui, que oui, c'est à oui. moi à parler. Parce que Donc, merci. Colleen a très bien répondu à la question. Merci, Tracy, pour cette question. On le sait, là, les compagnies pharmaceutiques font des profits exorbitants. Et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi que le gouvernement ne met pas ses culottes pour dire mettre un frein à tout ça et mettre sur pied une assurance médicaments universelle? C'est difficile de répondre à ça, mais on le sait, hein, les gouvernements donnent beaucoup de subventions aux compagnies pharmaceutiques pour la recherche. Et au moment où on trouve des nouveaux médicaments, mais on les fait fabriquer par les compagnies pharmaceutiques qui nous les revendent à gros prix par la suite, quand c'est nous autres mêmes qui avons subventionné ces recherches-là. La solution à tout ça, c'est une assurance médicaments universelle. Comme je l'ai dit tantôt, Colleen vient de le dire, les compagnies pharmaceutiques peuvent nous menacer de retirer des médicaments. C'est facile de menacer quand tu as plus de 100 000 agents négociateurs. Quand tu en as un seul, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que c'est temps de mettre sur pied une assurance médicaments universelle, de renverser le pouvoir de négociation et de nous le donner à nous, le peuple, ce pouvoir de négociation-là face aux compagnies pharmaceutiques. Je pense que c'est très important, puis c'est le moment de le faire avec l'entente qui est sur pied présentement entre le NPD et le Parti libéral. On se doit absolument, là, pour le bien et la santé de tous les Canadiens et Canadiennes, là, on se doit de mettre ça sur pied parce qu'on le voit, là, les compagnies pharmaceutiques, il n'y a pas grand-chose qui va les arrêter. C'est des profits à tout prix et il faut mettre un frein à ça le plus rapidement possible. Merci. Merci, Frédéric. Elizabeth, we don't have a ton of time, but please. Elisabeth, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Pardon, est-ce que vous m'avez interpellé? Je suis désolée, je ne vous ai pas entendu. Je ne sais pas ce qui arrive avec le son. Alors, oui, j'ai bien quelque chose à ajouter. Je dis que ces grandes entreprises pharmaceutiques sont appelées grandes entreprises parce qu'elles sont grandes. Elles ont des poches qui sont bien profondes et c'est la même chose pour ces assurances. Nous ne pouvons pas faire face à eux. Il faudrait que nous soyons simples. Pardon, navré. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et ça me dit, Elisabeth, il est temps d'aller te coucher. Mais voilà ce que je vais dire en fait. À tous ceux qui sont ici présents à ce webinaire, soyez des activistes. Allez-y, battez-vous pour une assurance médicaments universelle. Faites-le en vous joignant à vos syndicats. Joignez-vous aux campagnes. Joignez-vous aux campagnes de NPD. Soyez actifs, soyez forts dans vos déclarations. Soyez sûrs que vos députés ainsi que vos ministres vous entendent clairement et que vous leur fassiez comprendre, voilà ce que nous voulons. Nous voulons une assurance médicaments universelle. Parce que vous savez, les politiciens veulent nos voix pour avoir leur emploi. Désolé donc, mais il nous faut le dire. Peu importe les considérations qu'on aurait pour ces grandes entreprises pharmaceutiques, bon, nous, ce que nous visons, c'est une assurance médicaments universelle. Vous, politiciens, faites le choix. Mais je dois vous dire, et je voudrais me valoir de ce petit moment pour remercier Don et le NPD. Sans cet accord, on n'aurait pas mis l'assurance médicaments sur la table. Je vous suis très reconnaissante pour le travail que vous faites, Don.
Merci, Elisabeth. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, il reste quelques secondes. Très brièvement, je dirais qu'une chose qui est peut-être outrant maintenant, c'est que ces grandes entreprises pharmaceutiques profitent des patients. Ces patients sont vulnérables. Si vous avez un enfant malade, vous avez un parent malade et vous voulez avoir accès aux médicaments, moi, j'ai vu des entreprises pharmaceutiques menacées de retirer des médicaments pour faire pression sur à nos politiciens pour leur faire pression. Mais nous avons l'octroi de brevets. Vous savez, c'est quelque chose. Mais vous avez ici, si celui qui a le brevet refuse de libérer, le gouvernement peut s'en saisir. Et un gouvernement néo-démocrate n'hésiterait pas à utiliser ce pouvoir. Si vous êtes une entreprise pharmaceutique, si vous avez un droit exclusif de quelque chose, une chose dont le public aurait besoin et vous abusez de cela pour pouvoir extraire des concessions, nous ferons en sorte que cela soit accessible publiquement pour le bien des patients et des citoyens. Je trouve odieux qu'ils profitent de la vulnérabilité des patients. Et puis, vous savez, il y a aussi des groupes de patients aussi qui prennent de l'argent de ces entreprises pharmaceutiques. Quand vous avez un groupe de patients qui appuient ces grandes entreprises, c'est qu'il y a une dépendance. Je pense qu'il devrait avoir un registre où on aurait une transparence, une divulgation pour que nous sachions tous qui finance qui. Merci beaucoup, Dan. Je crois que nous allons prendre quelques questions de nos participants et je vais demander à Karina, qui a bien voulu rassembler une série de questions pour nous, qu'elle nous fasse part de quelques questions qu'elle aurait reçues. 1 minute à chacun pour donner des réponses. On va essayer de s'en tenir au délai. Merci. Alors, Karina, rapidement. Alors, je vais les mettre en catégorie. Il y a eu des commentaires sur vos commentaires. Ils ont dit que c'était merveilleux. Il y a des gens qui avaient des préoccupations et il y a des gens qui posaient des questions sur l'abordabilité. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Les gens veulent voir une grande campagne, plus d'actions, telles les campagnes auxquelles on a fait allusion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le gouvernement vote pour l'assurance médicaments universelle? Et aussi une question par rapport à la campagne. À quoi est-ce qu'elle devrait ressembler? Et est-ce qu'on a pensé étendre cette couverture médicaments aux travailleurs temporaires et que faire aussi pour ces travailleurs précaires qui sont les plus affectés par la montée des prix et par le manque de couverture? D'accord. Vous avez vraiment 1 minute chaque conférencier et on va commencer par Elisabeth, si vous permettez. La première question est que le Congrès du travail canadien mène une campagne pour l'assurance médicaments universelle depuis 2016. On a plusieurs personnes sur notre liste vraiment de militants, mais il nous faut maintenir l'élan. Utilisez la campagne du CTC. Allez sur le site web, envoyez les lettres, continuez à contacter vos députés. Faites tout pour rester visible et faites en sorte que votre message résonne fortement à tout temps. Et pour les travailleurs migrants, les travailleurs temporaires, je dirais, moi, je dirais que je travaille constamment sur cet enjeu pour ceux qui aient de leurs droits, à leur accès aux soins de santé et à la santé, à la sécurité, en fait. C'est un domaine très difficile, mais ils ne sont pas laissés de côté dans le cadre du travail que nous faisons, c'est certain. Et nous espérons qu'un jour, nous pourrons
donner un accès égal et plein à ces membres tels que nous l'avons. Et rapidement, pour les travailleurs à faible revenu ou travailleurs précaires, moi, je dirais que c'est un groupe qui comprendrait qu'on a vraiment besoin de l'assurance médicaments universelle parce que ce sont des travailleurs qui sont dans une situation de travail précaire et qu'ainsi, nous devons faire de la plaidoirie pour cette assurance médicaments universelle pour eux et avec eux. Alors, rapidement, Colline, vous avez la parole. Merci. Quelques points. Quant à la première question, je pense que le mouvement syndical, évidemment, joue un rôle très important dans la discussion autour de l'assurance médicaments universelle. Nos coalitions travaillent beaucoup. Le groupe le plus silencieux est celui des gouvernements provinciaux. Il faudrait qu'on mette une emphase sur les provinces pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous mettre des bâtons dans les roues dans cette discussion nationale. Parce que certains d'entre eux le feront. Certains d'entre eux ne sont pas très chauds. Je dois vous dire que ma province en Colombie-Britannique n'a pas pris une position forte pour l'assurance médicaments universelle. Donc, il nous faut faire pression sur eux. Ensuite, pour ce qui est des travailleurs migrants et autres, l'Association des centres de santé du Canada représente les centres de santé dans le pays. Moi, je suis la présidente du centre à Vancouver et nous offrons beaucoup de services. Nous sommes une clinique sanctuaire de santé et nous offrons des services à ces travailleurs. Ça coûte de l'argent, mais nous avons dit clairement que nous sommes pour l'assurance médicaments universelle. Ça n'a pas été le cas pour les centres communautaires de santé partout et ils doivent se prononcer pour cela. Je ne peux pas répondre à cette dernière question pour les travailleurs précaires ou ponctuels. Et je dois dire que pour cette population, c'est une question de justice sociale et une question d'équité. Et je sais qu'il y a des organisations dans les centres et parmi eux, les centres communautaires qui pourraient aider à amplifier ces voix. Merci, Colline. Je suis vraiment désolé, vous allez avoir seulement 30 secondes. Donc, Frédéric, je passe la parole à toi. Je fais ça vite, promis. Je vais m'attarder sur la mobilisation. Je pense que c'est très important de mobiliser nos membres, de mobiliser la population parce que, si je vais parler ici au Québec, quand on parle aux gens de la province, les gens pensent qu'on est bien couvert, qu'on a un bon système d'assurance au Québec, ce qui est complètement faux. Donc, c'est de bien les informer, d'en parler surtout. Il faut surtout en parler parce que les gens n'ont pas conscience qu'ils sont mal couverts. Souvent, on n'en prend pas assez conscience. On pense qu'avec le système hybride au Québec, on a un bon modèle, ce qui est complètement faux. Donc, mobiliser nos membres. Colleen en a parlé. L'enjeu des provinces, très important parce qu'on ne veut pas que les provinces mettent des bâtons dans les roues et le Québec, je pense, est une province, un modèle pour mettre des bâtons dans les roues au gouvernement fédéral, surtout quand on parle d'enjeux de compétences provinciales. On veut toujours garder des compétences au Québec. Donc, je pense que c'est le temps de bien informer la population. Il faut absolument avoir une assurance médicaments. Puis la mobilisation, je pense que c'est la chose la plus importante. Puis c'est en les informant qu'on va réussir à les mobiliser. Donc, merci, Frédéric. Don, we are out of time, so just 30 seconds, please. Don, on n'a pas beaucoup de temps. Vous n'avez que 30 secondes, s'il vous plaît. Est-ce que vous me posez la question? Oui, 30 secondes. Ah oui, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, les travailleurs ponctuels, surtout les jeunes travailleurs, ont quelques prestations à travers
leur employeur. Il faudrait que là, ils demandent l'assurance médicaments universelle. Vous savez, les migrants, si vous pouvez travailler dans ce pays, vous avez droit à être couvert. La maladie ne connaît pas votre statut. Et si nous avons une assurance médicaments universelle, cela devrait les couvrir. Et aussi, comment est-ce qu'on peut avoir cela? Vous savez, vous demandez à tous vos candidats, est-ce que vous allez appuyer l'assurance médicaments universelle? S'ils disent pas oui, vous ne votez pas pour eux. Les libéraux promettent l'assurance médicaments universelle depuis 1997. Vous savez, si on voit le document, on aurait des larmes aux yeux. C'était tellement bien rédigé. Mais vous savez, on va se dire, si vous voulez l'assurance médicaments universelle dans ce pays, votez NDP. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous ne l'aurez pas. Merci beaucoup, donc. Message très fort. Avant de conclure, j'ai quelques annonces à faire. Alors, si vous avez aimé le webinaire de ce soir, je vous invite à vous joindre à la coalition demain à midi pour une conversation sur la santé et une discussion avec Jagmeet Singh. C'est une conversation en anglais seulement, mais vous avez le lien pour vous inscrire dans le clavardage. On va faire le suivi avec un courriel, y compris le lien vers la lettre aux députés et d'autres ressources et informations. Alors, je vous invite à partager ça avec vos réseaux pour que le message passe. Et nous avons un dernier petit sondage alors que vous quittez le webinaire. Je vous invite à y répondre. Et enfin, quelques remerciements. Merci à nos panélistes. Merci à vous tous, les participants. Merci à la Coalition canadienne de la santé, les médecins canadiens pour l'assurance médicaments. Et merci aussi à nos interprètes simultanés, Pamela Cousineau et Sarah Touré, et aussi pour l'ASL. Merci à Gloria et à nos sous-titreurs, Chris Johnson et Christophe Bolduc. J'espère que vous avez tous bien profité de ce webinaire. Merci encore une fois et je vous souhaite à chacun bonne soirée.